C'est parti pour une nouvelle vidéo du forum en partenariat avec le magazine des jeunes médecins WhatsApp Doc. Aujourd'hui, on met à l'honneur le deuxième thème que vous avez choisi, cellules souches et recherche sur embryons. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pour poser le contexte, on a des milliards de cellules dans le corps. On peut les répartir en environ 300 types de cellules qui jouent des rôles différents en fonction des organes ou tissus auxquels elles appartiennent. Dans un corps adulte, la majorité des cellules ne se divisent plus, elles vieillissent et elles meurent. Sauf certains types de cellules qu'on appelle des cellules souches ou des cellules de réserve qui vont renouveler notre stock de cellules en permanence en produisant des cellules neuves. Et les découvertes plus ou moins récentes de la recherche sur cellules souches, on va voir que c'est une vraie révolution pour la médecine à la base d'enjeux colossaux pour le futur de l'humanité. La découverte des cellules souches, c'est très récent, ça a 50 ans. Les premières qu'on a mises en évidence, c'est les cellules souches du sang présentes dans la moelle osseuse. En fait, c'est la moelle osseuse qui produit les cellules du sang, comme les plaquettes, les globules rouges, les globules blancs. Sauf que les cellules sanguines, elles sont incapables de se diviser, et donc de se répliquer, c'est-à-dire qu'elles ne s'auto-renouvellent pas. Or, chaque jour, on a besoin de nouvelles cellules sanguines, pareil pour les cellules de la peau, etc. Il faut donc remplacer celles qui vieillissent et qui meurent par de nouvelles cellules. Et ce qui va permettre ce renouvellement cellulaire, ce sont les cellules mères de l'organisme, les cellules souches. Les cellules souches, chez le fœtus et l'adulte, elles ont des propriétés uniques. D'abord, elles sont capables de s'auto-renouveler, c'est-à-dire qu'une cellule souche se divise en deux nouvelles cellules. Une première qui est une copie d'elle-même, une deuxième capable de se différencier en une cellule spécialisée. Et donc la deuxième propriété des cellules souches, c'est leur potentiel de différenciation. Initialement, les cellules souches sont indifférenciées, mais elles peuvent donner naissance à des cellules qui vont se spécialiser et permettre le fonctionnement des organes dans lesquels elles se situent. Par exemple, une cellule souche du sang va donner naissance à plusieurs lignées de cellules spécialisées du sang, globules blancs, globules rouges, plaquettes. Et c'est en ce sens qu'on dit qu'elles sont multipotentes, c'est leur troisième caractéristique, c'est-à-dire qu'elles peuvent se différencier en plusieurs types cellulaires. Alors elles ne se transforment pas en n'importe quel type de cellule, mais en plusieurs types de la même lignée cellulaire, en fonction du tissu d'appartenance. Alors attention, la quantité de cellules souches adultes diminue avec l'âge, donc le renouvellement cellulaire se ralentit au fil du temps. Les organes vieillissent et nous avec. Par exemple, les cellules du cœur ou du cerveau ont une capacité de régénération qui diminue au fil du temps. Le stock s'épuise. Néanmoins, on comprend l'immense potentiel des cellules souches, entre autres dans la médecine régénérative. Greffe de tissus, greffe d'organes, etc. Le début des années 80 marque un cap dans les avancées de la recherche en biologie cellulaire. On découvre les cellules souches embryonnaires, aussi appelées cellules ES. Alors pourquoi c'est un cap? Parce que les cellules ES ont pour particularité d'être pluripotentes, c'est-à-dire qu'elles ont un potentiel de différenciation plus important que les cellules souches multipotentes de l'adulte. Les cellules ES peuvent donner presque tous les types cellulaires. Ces cellules ES, on les prélève dans le blastocyste, c'est-à-dire l'embryon à un stade précoce de développement, un embryon de moins de 7 jours. À ce stade, c'est un amas de 100 cellules qui, à elles seules, peuvent donner toutes les cellules du corps. On prélève donc in vitro ces cellules souches embryonnaires, initialement indifférenciées, on les met en culture, elles se multiplient. Et on s'est rendu compte que si on modifiait les conditions de culture, on pouvait influer sur le processus de différenciation de la cellule souche. C'est-à-dire l'orienter vers un type de cellule spécialisée. Cellules de la peau, du sang, de la cornée par exemple. Et on a voulu voir sans doute avec excès, dans les cellules souches embryonnaires, une avancée absolument fondamentale pour l'étude des maladies génétiques, le développement des traitements, etc. En pratique, les cellules souches embryonnaires proviennent des embryons dits surnuméraires, c'est-à-dire des embryons supplémentaires en trop créés pendant la fécondation in vitro. Alors la FIV, on y a accès quand on est stérile ou quand on a une maladie grave qu'on ne veut pas transmettre. Donc on va devoir créer des embryons en labo et les réimplanter ensuite dans l'utérus. Et on va devoir en créer plusieurs pour assurer la réussite de la grossesse. Par exemple, j'ai une maladie grave. Dans ce cas, on va me prélever des ovocytes, on va prélever des spermatozoïdes de mon conjoint et on va les mettre en contact en labo. Donc c'est ça la fécondation in vitro, puisque ça va créer des embryons. Maintenant, pour savoir quels embryons ont hérité de ma maladie et quels embryons sont sains, on va devoir réaliser un diagnostic préimplantatoire ou DPI. Une fois qu'on sait, on va réimplanter dans l'utérus 1 ou 2 embryons sains. Et les embryons qui restent, je peux soit les conserver pour un projet parental ultérieur, soit les détruire, soit les donner à la science. Donc ça permet aux scientifiques de travailler sur des lignées stockées en laboratoire pour étudier une maladie particulière par exemple. Le problème éthique qui se pose, il touche au protocole, à savoir que pour obtenir ces cellules souches embryonnaires, on doit détruire le potentiel de vie humaine de l'embryon. Donc il y a un débat assez vif autour de la valeur et du statut de l'embryon. Alors quand on parle de statut de l'embryon, on pense tout de suite à l'IVG. C'est-à-dire que quand on est pro-avortement, on est tenté de penser que la recherche sur embryon pose pas forcément problème, et inversement, quand on est pro-vie ou anti-avortement, on y voit un problème moral majeur. Or, c'est pas le même débat. L'enjeu éthique qui se cache derrière la recherche sur l'embryon, c'est plutôt l'eugénisme. L'IVG, c'est pas une pratique eugénique.
Elle relève du choix de ne pas vouloir d'enfant, peu importe les caractéristiques de cet enfant. On ne veut juste pas d'enfant. Alors que l'eugénisme, c'est pas je ne veux pas d'enfant, c'est je ne veux pas de cet enfant-là, ou je veux le meilleur des enfants, défini selon des caractéristiques particulières. C'est des réflexions qui ont déjà pu s'engager autour des interruptions médicales de grossesse, les IMG, c'est-à-dire les avortements en cas de fœtus porteur d'une maladie grave. Or si on ouvre les vannes de la recherche sur cellules embryonnaires, on ouvre la voie à la manipulation sur embryons. Donc ces embryons, ils risquent d'être réduits à un matériau de laboratoire pour servir des visées eugéniques. Le jour où on arrivera à produire en masse des embryons et à dresser l'intégralité de leur profil génétique, le risque c'est d'élargir le diagnostic préimplantatoire, le DPI, non plus à une maladie grave, mais au simple fait d'être prédisposé à une maladie grave, voire à des critères positifs sans rapport avec une pathologie, couleur des cheveux, couleur des yeux, etc. Et là, on basculera dans le meilleur des mondes de Huxley, un monde orchestré par un état totalitaire qui sélectionne génétiquement les individus et crée des castes. T'as plus qu'à prier pour être un alpha ou un bêta. Bon, même si le débat éthique autour des cellules souches embryonnaires est intéressant, il est déjà dépassé, si on peut dire. Ironie du sort, il a été réglé non pas par l'éthique, mais par la science elle-même, qui va toujours plus vite que l'éthique. En 2007, incroyable découverte du professeur Yamanaka, nobelisé en 2012, qui marque un tournant majeur dans l'histoire de la biotechnologie. Jusqu'alors, on pensait qu'une cellule souche suivait un cycle de développement précis, de la cellule souche vers la cellule spécialisée. Yamanaka a découvert qu'à l'aide d'un rétrovirus, on pouvait déprogrammer la cellule spécialisée pour la faire rajeunir et induire chez elle un état de pluripotence. En gros, elles font marche arrière dans le temps, elles rajeunissent à la Benjamin Button. À partir de cellules de peau placées en culture, ils ont réussi à réactiver le gène associé au stade embryonnaire, et donc de créer des cellules souches ayant les mêmes propriétés que les cellules souches embryonnaires, pluripotentes et capables de s'auto-renouveler. On les appelle les cellules souches pluripotentes induites, les cellules IPS. Mention spéciale à une équipe française, l'équipe du professeur Aberdam, qui après 10 ans de recherche a réussi à déprogrammer une cellule de cheveux pour la reprogrammer en cellule souche de cornée. Alors on nous présente les IPS comme la résolution de tous les problèmes éthiques et notamment les problèmes relatifs à la recherche sur embryons puisqu'elles sont prélevées sur des adultes consentants. Néanmoins, le potentiel des cellules IPS est tellement vertigineux qu'on devine déjà d'autres enjeux éthiques derrière. On peut en citer deux. Le premier, c'est que grâce aux cellules IPS, on pourrait imaginer remplacer nos organes par des organes créés à partir de nos propres cellules, et non par des organes prélevés sur des donneurs. Donc ça c'est évidemment utile en cas de greffe, mais ça ouvre aussi la voie à la quête de jeunesse éternelle. D'ailleurs, il y a déjà des labos et des médecins véreux qui proposent des cures de jouvence à partir d'injections de cellules souches. Donc là, on touche à la question de notre rapport à l'altération du corps, à la finitude, à l'immortalité, etc. Le deuxième problème, c'est qu'il est techniquement possible de reprogrammer une cellule adulte, non plus en une cellule pluripotente, mais en une cellule totipotente. Les totipotentes sont les seules cellules capables de créer un organisme entier, ce qui relance évidemment le débat autour du clonage thérapeutique et reproductif. On pourra peut-être un jour cloner une personne décédée. Devant les possibilités offertes par les cellules souches, il sera très difficile de poser les limites. La science avance à vitesse grand V. Au Japon par exemple, on vient de lancer le premier essai sur l'homme par cellule IPS dans le traitement de la maladie de Parkinson. Sachant que la science avance beaucoup plus vite que l'éthique, on risque de se retrouver avec des considérations éthiques qui se contentent d'accompagner les exploits technoscientifiques sans les anticiper ni les questionner en profondeur, voire de laisser la science régler les problèmes éthiques. L'enjeu sur ces questions-là, c'est trouver un équilibre entre l'acceptation des limites de notre condition humaine et un scientisme aveugle justifié par une volonté de progrès, ce qui rejoint les préoccupations autour du transhumanisme. Dans l'obsolescence de l'homme, Günther Anders écrit, c'était il y a 50 ans, « Je ne sais pas si on a déjà cloné des gènes humains. Mais comme nous savons que l'impératif actuel est ce qu'on peut faire, on doit le faire, ou ce qui est faisable est obligatoire, ce qui n'est pour l'instant encore que possibilité, est déjà là, aujourd'hui, comme un présage qui nous coupe le souffle. » Allez, on vous laisse là-dessus et on se retrouve dans un mois avec What's Up Doc pour une 3e vidéo du forum sur un des 9 thèmes que vous aurez choisis.